accueillons maintenant Messan Fioclo à Dangle, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioclo. Bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Je m'excuse pour le retard. C'est tout excusé. On était en train d'évoquer le Nigeria et ses accusations d'Atiku Abubakar qui estime que son adversaire serait en train de distribuer de l'argent contre les cartes d'électeurs de certains Nigérians. Et on estimait que c'est une pratique qui est courante sur le continent en période électorale. Moi, je m'étonne que ce monsieur puisse donner la sonnette d'alarme parce qu'il est l'un des partisans de ce genre de trucs. Au Nigeria, depuis plusieurs années, nous avons constaté que c'est la propriété des politiques, l'achat des votes ou bien l'achat des consciences. Il est vrai que depuis près de 20 ans, le Nigeria n'est plus sous un régime militaire. Ils font les élections démocratiques et le meilleur gagne. Mais cette élection future de mars ou bien février 2019 serait un peu difficile pour Buhari parce que le thème de campagne et son projet de société qui a poussé les militants à voter pour lui, c'est que en tant qu'ancien général, il a dit qu'il va balayer Boko Haram. Et à l'époque, Boko Haram s'en tenait aux populations, faisait des otages et autres. Sous son règne, Boko Haram s'attaque au camp militaire. S'attaque aux forces de sécurité et de défense. Ce qui veut dire que ça a monté d'un cran. Et ça ne fait pas pour lui. Ce qui veut dire que les Nigériens vont dire qu'il a fait des promesses qui ne sont pas respectées. Et la violence a cru jusqu'à ce jour. Et il faut voir que cette violence se situe au niveau du lac Tchad, tout autour. Bon, le Nigeria, aujourd'hui, ne peut pas se permettre de laisser faire. Bon, entre ce déposant qui est là et Buhari qui est là, qui des deux peut effectivement trouver la solution miracle pour la sécurité des citoyens et la sécurité des biens et pour l'armée, puisque aucune armée ne peut accepter que ces hommes tombent à tout bout de champ. Ils ont des familles, c'est des pères de famille, c'est des fils des gens, c'est des femmes des gens, donc les parents aussi ont leur mot à dire. Ce qui veut dire que sur toute la ligne, Buhari, le projet de société qu'il a poussé à devenir président, les Nigérians n'ont pas vu que c'est réalisé. Donc il y a un problème pour lui à l'élection de février 2019. Ça veut dire qu'il est obligé de faire dans l'achat de conscience avant de pouvoir passer? Vous savez, le Nigeria d'antan n'est plus le Nigeria d'aujourd'hui. Avant d'être élu, on va te juger sur ta promesse de campagne. Malheureusement, sur sa campagne, ce que j'ai pu retenir chez lui, c'est le fait de combattre la corruption. Ceux-là et celles-là qui ont été ministres, qui ont volé, etc., il a eu ce mérite de pouvoir les poursuivre. Ça n'a pas été aussi un succès que ça, parce qu'il avait commencé, tout comme la lutte contre Boko Haram, il avait commencé avant d'être directement infiltré par la suite, parce que la corruption aussi, lorsque vous voyez un peu, elle est aujourd'hui endémique parce que, entre-temps, c'est vrai qu'il y avait eu des arrestations qui laissaient présager que le gars avait vraiment la solution pour pouvoir résoudre le problème. Mais par la suite, on a vu que ça a chuté vers le bas. Donc, sur ce plan-là aussi, ça n'a pas été fondamentalement un succès. Et là-bas aussi, on l'accuse d'utiliser le moyen de la lutte contre la corruption comme un règlement de compte. Tout à fait, tout à fait. Plus aux opposants. Tout à fait. Donc, ça a été interprété sur d'autres champs là où le Nigeria, les Nigériens l'attendaient, c'était pas sur ce point-là. On a toujours constaté qu'ils voulaient user de cette formule-là pour pouvoir casser ceux-là même qui peuvent éventuellement être ses concurrents par après. Donc, ce qui fait qu'en réalité, c'était pas une lutte qui tenait la route dans les périphéries ou dans les périmètres de la lutte telle qu'on connaît. Le Nigeria est un pays qui est cité du bout du champ dans la corruption. Donc, il n'a vraiment pas réussi sur ce plan, sur ce terrain-là aussi. Bon, le fait que les présidents en exercice poussent les opposants à la dérive, je peux dire que c'est une solution maîtresse, en ce sens que ce soit au Sénégal et dans d'autres pays,
c'est ce qui se passe. Les concurrents sont menacés à tout bout du champ par des affaires fictives et des affaires qui n'ont même pas de tête ni de queue pour pouvoir les contraindre à l'exil ou bien pour tous les opposants, même au Bénin à côté. Ceux-là qui sont là sont contraints à l'exil. Ce qui veut dire que c'est un système qui permet au président en exercice d'approuver ou bien de dire que je suis là. Quand je suis là, vous n'avez pas le droit de citer chez nous. Alors maintenant, qui doit normalement réagir dans cette affaire? Est-ce que c'est l'autorité des élections qui doit dire non, ces achats de conscience ne sont pas autorisés, ou bien qui est habilité à réagir? Bon, parce que le citoyen, lui, il ne refuserait pas un 10 naira. C'est clair, parce que lui, peut-être que ce 10 naira, il le voit une fois par an. Non, c'est pas possible. 10 naira, ça fait à peine 2 centimes d'euros. Hein, c'est dit. 2 centimes d'euros, je ne sais pas combien quand on convertit. Oui, et vous savez... C'est à peine 200 ou 300 francs. Oui, on peut le dire ainsi. Vous savez, même dans des pays africains, des gens même travaillent sans économiser 10 000 francs. Bon, oui, il est malade, il va à l'hôpital, on écrit une ordonnance de 5 000, il est incapable de l'acheter avec ses économies. Donc c'est vraiment difficile. Et la question est bien posée. Mais avant d'en arriver là, est-ce que ces faits-là sont avérés? Si oui, je ne sais pas quel organe qui se charge de contrôler ces genres d'actions. Mais si l'organe est vraiment... Généralement, c'est l'autorité électorale. Oui, l'autorité électorale dans les pays africains acquise au parti au pouvoir. Bon, est-ce qu'il a les moyens véritablement de travailler? Moi, je crois qu'au niveau du Nigeria, un pays anglophone, il y a un peu de démocratie. Donc, c'est pas lié là-bas non plus. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit un peu. Mais Tchakour vient de le dire qu'il n'est plus ce régime militaire. Celui qui gagne normalement, tout ça. Parce que les élections de 2015 qui ont porté Buhari au pouvoir avaient été plus ou moins. Oui, voilà. Même le Ghana côté ici, l'opposant, c'est-à-dire le président actuel, avait crié sur... John Dramani, qui est en train de tripatuer les choses, il est en train d'influencer les membres de la CENI. Même, on sait que c'est une CENI technique, mais il criait aux fraudes. Mais cela n'a pas entaché, cela n'a pas donné une mauvaise image à ce pays, à l'étranger. L'élection a été bien passée et on n'a pas vu des gaz lacrymogènes et tout ça là, comme on le voyait dans nos pays. Donc, pour chuter, je crois que l'autorité électorale doit intervenir, même si c'est pour un affichage, doit intervenir, dire quelque chose sur ce sujet, puisque les organisations de la société civile même crient que c'est vrai. Bon, c'est-à-dire, on dit l'autorité électorale, mais vous savez, dans la plupart des pays, en période électorale, c'est là où vous allez voir qu'il existe des riz qui portent l'effigie du parti, de tel ou tel parti. Vous allez voir, je ne sais pas, des macaronis, des spaghettis, etc. De l'huile, des sacs. Il y a tout un tas de choses. Oui, tout à fait. Parce que vous savez, je pense que c'est une pratique qui est carrément inculquée dans les pratiques électorales, pas seulement en Afrique. Oui, mais quand on lit les codes électoraux, bon, je connais mieux le code électoral du Togo, c'est interdit normalement. Non, pas ça, parce que lorsque vous avez vu aussi, il y a des verrous liés au fait qu'il ne faut pas dépasser tel seuil de financement. Ça voudrait dire que quelque part, on sait que réellement ça existe. Et que les gens, étant immensément riches, peuvent dépasser ce seuil-là. Voilà pourquoi un seuil a été donc fixé pour ne pas être franchi, mais que tout le monde franchit à sa suite. Mais qu'on ne dit rien. Donc ça voudrait dire que dans nos pratiques, on sait que cela existe. Voilà pourquoi le code n'a pas aujourd'hui les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre réellement les verrous et interdire ça. Mais ça existe quand même. Moi, je pense qu'il faudrait... Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de le dire, qu'il faut toujours voir nos tests évoluer pour arriver donc à trouver la ligne médiane qui puisse permettre qu'on puisse interdire, que les gens puissent voter librement. Alors, mais ça, est-ce que d'abord les populations elles-mêmes savent que quand je prends 2 000, 5 000, 10 000 pour voter, j'hypothèque mon avenir pour 5 ans, 4 ans selon la Constitution? Non, parce que les politiques profitent de l'analphabétisme et de l'ignorance des populations pour pouvoir s'affirmer dans ce sens. Bon, il est vrai que depuis près de 2 semaines, 3 semaines, il n'a pas d'argent et on est venu le voir avec 3 paquets de riz de 5 kilos, plus 10 000 pour dire que... Lorsque nous sommes en période de fête. Toujours que nous sommes en période de fête et on vous dit, bon, prenez ceci, vous votez pour nous.
Ça, l'intéressé ne va pas se poser 1000 questions. Lui, il a de quoi manger et il a de l'argent pour savoir ce qu'il faut faire avec. Ce qui veut dire que progressivement, l'Afrique va aussi se débarrasser de ce phénomène. Parce qu'en France, par exemple, après les élections, la Cour des comptes vérifie les comptes de campagne et évaluer si vous avez dépassé le seuil. Ici, je ne sais pas si la Cour des comptes le fait, même s'il le fait, je n'ai jamais vu ou entendu le rapport. Oui. Donc il y a ce phénomène-là aussi qu'il faut voir. Et bon, nous avons l'élection qui est là, l'élection législative qui n'a pas le même engouement qu'une élection présidentielle. On va passer maintenant au second sujet, le Burkina, la France, feu vert pour l'extradition de François Compaoré dans l'affaire Zongo. La justice française a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, où ce frère de l'ex-président Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo, affaire symbole pour la société civile qui réclame depuis des années vérité et justice. Mais d'autres étapes demeurent encore pour que François Compaoré ne soit extradé à la demande de son pays. Sa défense a immédiatement indiqué qu'elle allait se pourvoir en cassation après cette décision de la Cour d'appel de Paris. Et pour être effective, la décision d'extradition doit être prise par décret du gouvernement français à Yves Alognon. Voilà un homme qui était tout puissant dans son temps, qui aujourd'hui on lui demande de bien répondre d'un certain nombre de faits et qui joue au fuyard. Oui, à chaque étape avec, vous savez, lorsque votre papa est à côté, puis vous voyez même un grand frère passer, vous faites comme si vous pouvez le narguer, le gifler. Mais lorsque papa disparaît, vous rencontrez l'homme, vous allez commencer par fuir. C'est le problème. Aujourd'hui, quand François Compaoré était fort en ce temps, c'est parce que il y avait son frère qui était au pouvoir. Et Blaise Compaoré. Donc, ce qui a suité même le développement, la rapidité, ou bien, pour parler de rapidité, je ne crois pas, ce qui a suité l'évolution, un tant soit peu du dossier, c'est parce que le président Blaise Compaoré a chuté. C'est pourquoi on a quand même pu évoluer dans ce dossier. Puisque la société civile criait depuis, mais le dossier n'a jamais évolué. Et aujourd'hui, quand le Burkina demande à ce qu'on extrade François Compaoré, et je crois que c'est ce qui va se faire dans les jours, on espère, dans les jours à venir, puisque la justice française... Ça va prendre plusieurs semaines. Oui, plusieurs semaines, mais quand même c'est une étape. Oui, avant, même c'est comme si on a oublié ce dossier. C'est comme si on a oublié ce dossier. Maintenant, quand même, il y a le dossier en cours, il y a une évolution, tous les regards sont tournés vers ce dossier, et je crois que la France, qui est une bonne démocratie, ne va pas quand même se laisser influencer par qui que ce soit, même si à un moment donné, par la tête du président, le dossier n'a pas pu évoluer, puisque la France soutenait en ce temps Blaise Compaoré. Donc, c'est difficile pour la France aussi, mais il faut tirer chapeau à la société civile et aux organisations des défenses des droits de l'homme. C'est par leurs actions, tout ça, ce n'est aucun politique qui a joué le grand rôle. C'est la population, c'est le peuple qui a joué aujourd'hui le grand rôle pour que quand même ce dossier soit encore ouvert et qu'il suit un bon trajectoire pour quand même connaître une issue favorable. Mais sans Fioclou, au moment où Blaise Compaoré était au pouvoir, on imaginait François Compaoré, parce qu'il y a eu déjà un non-lieu prononcé dans cette affaire du temps de son frère, et dire que la justice, burkinabé, elle est ce qu'il y a de plus indépendante au monde. Aujourd'hui, la même justice lui demande de venir répondre et lui préfère s'exiler à Paris. Non, il était à Paris, on l'a arrêté. On l'a trouvé à l'aéroport et Charles de Gaulle. Et compte tenu des plaintes qui ont été déposées contre lui, la justice française s'est saisie du dossier et on l'a arrêté. Bon, aujourd'hui, il est bien dit que la justice voudrait l'extrader vers le Burkina. Mais vous devez savoir que quand on parle de justice, c'est un problème de processus. Et surtout que son avocat a déposé un dossier pour voir en cassation. Cela veut dire qu'il y a plusieurs étapes à suivre et nous irons jusqu'à 2019, et même peut-être à 2020. Parce que François Compaoré, tout le monde sait qu'il a tué un confrère. Il faut qu'il réponde effectivement.
Et Blaise Compaoré n'est pas n'importe qui, il n'est plus au pouvoir, mais il a aussi ses relations. Parce que s'il est extradé, renvoyé au Burkina, jugé, nous aurons certaines révélations et peut-être que son frère Blaise, le président en exil, sera touché aussi par cette affaire-là. Donc, le mieux, nous avons la diplomatie souterraine, nous avons la diplomatie officielle qui seront sur le terrain et on va voir qui va gagner. Mais je sais que ça va prendre du temps avant que cette solution ne vienne à la une. Alors, est-ce qu'il fallait quand même que le Burkina Faso exige que l'on extrade François Compaoré pour que peut-être lui-même vienne dire qu'il n'a rien à se reprocher de cette affaire, si tant est que c'est le cas? Vous savez, je pense que François Compaoré n'est pas le seul à être rattrapé aujourd'hui par son passé. Parce que c'est vrai qu'on a beau dire que c'était son frère, mais lui-même, n'oubliez pas qu'il était très ancré dans les arcanes du pouvoir au niveau du Burkina Faso. Mais vous savez, cette affaire-là, moi, je tire deux leçons. D'abord, vous savez, aujourd'hui, si la justice burkinabèse a réussi, disons, c'est une victoire d'État, quoi qu'on dise aujourd'hui. On sait que le dossier va connaître l'épilogue qu'il faut et que par après, on verra si réellement il va être extradé ou pas. Mais de l'autre côté, ce que les gens n'arrivent pas à aborder, il a fallu le passage du président français au Burkina Faso qui a rassuré les Burkinabés que le dossier connaîtra donc une évolution et qu'il les rassure sur l'extradition si cela en valait la peine. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire quelque part que l'accusation, souvent l'accusation, on accuse nos tribunaux d'être corrompus. Quelque part aussi, ça voudrait dire quand même que la justice aussi française n'est pas aussi non corrompue comme cela se doit. Ça voudrait dire qu'il y a aussi l'exécutif qui est aussi à un niveau donné. On sait que dans le cheminement de la justice, il y a une part qui est réservée tout de même à l'exécutif, certes, mais ce dossier-là aujourd'hui, si il est arrivé à connaître cette évolution et que c'est vrai jusqu'au jour d'aujourd'hui, François Compaoré est toujours... ça ne le culpabilise pas le fait qu'on dit qu'on l'extrade. Sauf qu'aujourd'hui, il doit revenir démonter par A plus B qui n'est pas lié à cela. Parce que le dossier sur lequel enquêtait le confrère était lié à son propre chauffeur. Donc cela voudrait dire qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, il y a des leçons à tirer. Parce que de l'autre côté, si nous faisons un petit parallèle, il y avait un temps où le dossier, pendant Patrice Talon au Bénin, lorsqu'il était en France, on avait demandé son extradition qu'on n'a pas réussi à faire. Donc ça voudrait dire sur d'autres dossiers, il y a la France où la justice française qui est ferme sur certains dossiers, mais sur l'autre dossier lorsque cela existe. Donc il a fallu l'arrivée de François et du président Macron pour que ce dossier-là connaisse l'épilogue ou l'évolution qu'on connaisse aujourd'hui. Donc quelque part, je pense que c'est une victoire d'étape, quel que soit le temps que cela prendra, même si aujourd'hui cela aura des répercussions ou en termes de temps sur ce dossier-là pour compromettre, mais cela ne va pas compromettre le dossier pour que ce dossier-là puisse connaître un issue favorable et s'il y a lieu de disculper le François Compaoré. Il y a aussi, quand on prend par exemple le dossier rwandais, ça fait de cela quelques semaines, la France a prononcé le non-lieu pour les auteurs du génocide du Rwanda. Alors, à l'époque, cette affaire était à la une. Le fait que la dame, la rwandaise, ait été portée, soit portée à la tête de la francophonie, ça a tout changé. Cette même justice qui était derrière, à tout bout du champ, disait oui, il faut ceci, il faut ceci. Elle s'est déclarée incompétente ou bien elle a dit que cette affaire-là, c'est du non-lieu. Ce qui veut dire que quand j'ai parlé tout à l'heure de démocratie, de diplomatie officielle et de diplomatie officieuse, c'est que je voudrais dire tout simplement que on a jeté la lueur d'espoir. On va voir si ça va donner espoir ou lumière. Nous sommes, et il ne faut pas oublier que c'est la France. La France, oui. Si c'était les Américains, les Allemands, je dirais 100%. Mais avec la France, il faut aller avec pincette. Alors, en tout cas, si la Cour d'appel de Paris décide aujourd'hui qu'il faut extrader François Compaoré, c'est que le dossier fourni par l'État burkinabé a dû être convaincant. Bon, est-ce qu'il est nécessairement convaincant? Comme Fiocrou vient de le dire, c'est avec pincette qu'il faut prendre ce dossier, surtout avec la France.
peut-être que la France, un dossier peut être convaincant autant que possible, mais quand certaines personnes qui sont souterrains ne laissent pas le dossier passer, vous pouvez tout démontrer comme preuve, mais on va vous dire ça ne passe pas. Mais est-ce qu'on est en train de dire que la justice française n'est plus indépendante? Vous savez, quand on parle des dossiers africains, quand c'est un dossier africain, il y a toujours une manipulation. À moins que l'affaire concerne eux-mêmes là-bas. Quand c'est eux-mêmes là, leurs propres enfants, là, ils réagissent normalement, de façon claire. Mais quand c'est un Africain, il voit où se trouve mon intérêt. Est-ce qu'en le condamnant, mon intérêt sera en jeu, ou bien est-ce que en le sauvant, est-ce que je garde mon intérêt? C'est tout le problème. Donc si aujourd'hui la France accepte ou bien tend à accepter, à extrader François Compaoré, c'est parce qu'à un moment donné, je crois qu'il a vu ses intérêts ailleurs, autre que du côté de Blaise ou bien autre que du côté de François Compaoré. C'est pourquoi, si c'est aux États-Unis, comme vient le dire, moi je me rappelle d'une affaire où il y a une banque française qui est assise aux États-Unis et qui a commis quelque chose et on l'a condamné avec de lourdes sommes. Même ensuite, quand François Hollande avait téléphoné Barack Obama de tout faire, de voir la justice pour que... il lui a dit non, qu'il ne s'ingère pas dans les affaires judiciaires. Donc si François Hollande a pu prendre son téléphone pour appeler Barack Obama, c'est que il prenait le téléphone aussi là-bas pour appeler peut-être certains juges, surtout quand il s'agit des dossiers africains. Donc aujourd'hui, je ne vais pas quand même donner trop d'importance à la partie du fait que le dossier soit convaincant, mais il y a des personnes qui jouent dans ce dossier. Oui, vous venez de dire tout à l'heure que est-ce que il y a l'indépendance de la justice en France, etc. Quand vous prenez le système politique français de 90 à 2008, vous devez comprendre tout de suite que le parti qui est au pouvoir fait tout et tout pour créer des problèmes aux leaders des partis d'opposition. La dernière en date, le cas Sarkozy. Le cas de Sarkozy lui-même, il n'était pas de dernier premier ministre de Sarkozy. J'ai oublié François Fillon. Quand vous voyez le déroulé, tout ça, vous savez tout de suite qu'il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Même si nous prenons le cas de DSK, pour son affaire des États-Unis, les fils ont été tirés où? À partir de la France, pour qu'ils ne soient pas candidats. Bon, quand vous faites un retour sur le système français, sur lequel on a calqué la justice africaine, il y a trop de similitudes. Nous devons nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas dire que les justices sont vraiment indépendantes, sauf aux États-Unis. Quand Trump signe un document, quand Trump signe un document, un juge d'Arizona conteste, sort un document, on bloque. La Cour suprême donne son point de vue. C'est ça la vraie démocratie. En Inde, ça se passe ainsi. C'est-à-dire l'indépendance de la justice. On a vu aussi tout ce qui s'est passé dans l'affaire Kavanaugh. On sait qu'on a besoin d'un juge qu'on peut utiliser à guise là-bas. Tout à fait. Donc, de toute évidence, moi je pense qu'il n'y a pas de justice qui soit aussi clean de par le monde que ça. Je pense que c'est un mauvais process lorsque nous essayons de comparer. Sans quoi, aujourd'hui, lorsque nous prenons pas l'affaire François Compaoré, ça voudrait dire qu'il y a un pan du sujet qui est en train d'être traité par la France. Sans quoi, si la France arrivait à percevoir une certaine véracité et arrivait à assumer son extradition vers le Burkina Faso, ça voudrait dire que normalement dans ce schéma-là, on devrait aboutir à à des issues assez convaincantes qui puissent, sinon on ne devrait pas retoucher encore toute la chaîne de justice, faire donc tout ce que nous connaissons des appels à appels. Donc, quelque part, moi, je pense que c'est un mauvais procès de pouvoir dire que, sinon, nos tests juridiques sont tellement calqués aux tests juridiques de la France. Sans quoi, mais quand même, on ne peut pas comparer aujourd'hui la justice française que la justice, par exemple, de nos pays africains. Et encore moins aujourd'hui, si
Donald Trump essaie de maintenir le cap et de pouvoir jouer à toutes les cartes pour pouvoir maintenir que ce soit tel juge à tel niveau. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a l'exécutif aussi qui profite donc de ces justiciables. Donc, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de justice aussi fiable que ça de par le monde. Bon, il y a quelques années, tout le monde crie qu'au Togo, tous les juges sont comme ça. Mais depuis un certain temps, des juges font des procès et les conclusions tombent bien. Oui, tout à fait. Et ceux-là qui disent que la justice togolaise n'est pas bonne et subordonnée à quoi l'État, c'est faux. Parce que moi-même, j'ai suivi, bien j'ai au moins 3 dossiers à la justice, la manière dont ça a été jugé. Et d'autres même viennent à moi pour dire que, bon, nous avons tel problème de terrain, il y a ceci. Mais ça a été clean, les jugements. Ce qui veut dire que les juges togolais ont compris qu'il faut qu'ils s'affirment. Vous savez, on apprécie la justice d'un pays, surtout dans les affaires politiques. D'accord. On va marquer la pause. C'est les affaires politiques qui sont importantes. Pour les affaires sociales, c'est vite fait. Non, la politique n'est pas...